Petit pas vert, des outils en santé environnementale pour les assistantes maternelles. Hygiène corporelle et cosmétique. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Petit pas vert qui vous est proposé par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, une fédération de vraies mutuelles et un expert en prévention qui vous aide à prendre soin de votre santé. Il est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la stratégie des 1000 premiers jours de l'enfant et de son action en santé environnementale. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Amandine et je suis ici avec Julien. Bonjour Amandine, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais prendre le temps de tous vous remercier. Merci beaucoup pour les questions, les thématiques et le partage de toutes vos expériences envoyées depuis fin décembre sur le formulaire d'inscription. Nous les avons bien notées et au moment où on enregistre ce 3e podcast, nous sommes fin janvier. Donc si vous n'avez pas encore obtenu de réponse, celle que vous attendiez, ne vous inquiétez pas, elles ne tarderont pas à arriver. Alors Julien, première question, quelles sont les spécificités de la peau des bébés par rapport aux adultes ? Bien, tout d'abord, les bébés ils sont encore en développement, notamment pendant les 2-3 premières années de vie, mais l'enfant est comparable à l'adulte après l'âge de 16 ans. Donc qu'est-ce que on peut dire sur cet âge de bébé ? La peau est plus perméable, il y a aussi la question du change, les fesses prennent une surface et un volume corporel assez important, sont très exposés, sont à l'intérieur de la couche qui est occlusive d'une certaine façon, avec de la chaleur, une sorte de fermentation, donc tout ce qui peut être mis dans cette partie-là, eh bien, va être aussi assez impactante. D'autre part, la peau de l'enfant produit moins de mélanine, un pigment naturel qui protège la peau des rayons du soleil et lui donne sa couleur. Ça aura son importance aussi sur l'exposition au soleil, l'exposition à l'environnement en rayons UV, qui n'est pas neutre sur la santé de l'enfant à long terme. Donc la peau, elle est plus perméable, ça veut dire que tout ce qui est composé chimique qu'on va mettre au contact de cette peau va plus facilement passer à l'intérieur du corps du bébé. Absolument, on pourrait dire simplement qu'elle est moins étanche que celle des adultes, sachant que celle des adultes n'est pas étanche non plus. Alors comment l'utilisation des produits d'hygiène corporelle et des cosmétiques peut-il impacter les tout-petits en passant justement cette barrière ? Eh bien... Déjà, il peut y avoir parfois un petit peu trop de lavage de la peau de l'enfant, ce qui va enlever ce qu'on appelle le film hydrolipidique, que les adultes ont aussi d'ailleurs sur la peau, avec un assèchement de la peau, des rougeurs, des irritations, et puis la présence potentielle de perturbateurs endocriniens dans les produits appliqués sur la peau de l'enfant aura des conséquences dont on a déjà parlé. Ça peut être des facteurs ou cofacteurs de puberté précoce. On pourrait dire déjà que l'enfant n'a pas besoin, par exemple, de parfum. Il existe des gammes de parfums pour bébé. Quel en est réellement l'objet et l'intérêt ? Ok, alors comment l'assistante maternelle, elle peut peut-être choisir ses produits ? Qu'est-ce qui est recommandé pour les enfants, notamment en matière de cosmétique, du coup, est-ce que c'est nécessaire ? Et en matière de soins corporels ? Alors on va dire que ce qui est accepté dans la population générale, c'est que nous avons besoin de produits d'hygiène, c'est-à-dire pour se nettoyer, sans se récurer non plus, puisqu'on a dit que nous retirons ce film hydrolipidique et que c'est un manque aussi pour la peau. Les produits cosmétiques, c'est des choses, on va dire, en plus. Pour les adultes, on dit que ça participe à une certaine conception de la beauté sur laquelle j'ai pas du tout de jugement. Moi, je peux trouver ça très, très chouette, très sympa, mais c'est pas neutre non plus. Donc, s'agissant de l'enfant, eh bien, le moins de produits possible, et puis pas de nécessité particulière de parfum assurément, mais de crème s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de peau particulièrement sèche, atopique, avec risque d'irritation, et puis des choses vues avec le dermatologue, le pharmacien, produits labellisés en tout cas, ça c'est vraiment une bonne ressource, et puis le moins c'est toujours le mieux. Donc en ce qui concerne l'hygiène corporelle, on reste sur des produits qui sont simples ? Oui. Et pour le nettoyage, par exemple, un savon simple et de l'eau lorsqu'il y a des sels dans le change. Mais ce qui est très accepté aujourd'hui, ce que pratique la majorité des assistantes maternelles, comme en crèche, c'est un nettoyage de la zone urinaire uniquement à l'eau s'il n'y a pas de sel. Alors, on tamponne aussi plutôt que de frotter pour éviter les irritations. Des pratiques très intégrées par les assistantes maternelles aujourd'hui. C'est plus compliqué par contre pour les assistantes maternelles d'interagir
sur les pratiques des parents. Ce que j'évoquais sur trop de crème, le parfum pour bébé, ce genre de choses, ou pire encore, l'utilisation d'huiles essentielles que j'avais peut-être déjà abordé sur la prévention de poux, et c'est un perturbateur endocrinien fort qui entraîne vraiment des pubertés précoces chez la petite fille, des développements de petits seins, de poussées mammaires chez le jeune enfant à long terme. Ça, c'est plus compliqué parce que c'est plutôt du domaine du parent. Mais déjà, évidemment, ne pas conseiller de faire ça et pouvoir rouvrir la discussion si possible avec le parent. Donc les huiles essentielles, on évite. Donc tu commençais à parler du change. Donc quand c'est pour les urines, gants et eau, ça suffit. Pour les sels, on peut y ajouter un savon simple non parfumé et surtout on pense à rincer. Concernant le liniment. Alors le liniment, moi je me souviens effectivement lorsque ma fille était petite, ça date d'il y a quand même une quinzaine d'années, j'ai fait un peu comme tout le monde, origine naturelle. Je me suis dit c'est super, on peut y aller à fond. Non. Trop, c'est toujours trop. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de liniment à chaque change. Ce que je faisais qui est contre-productif, c'est de laisser du liniment en masse, alors qu'il faut l'enlever, qu'il ne reste pas de l'épaisseur, et à l'intérieur de la couche, dans ce milieu occlusif, chaud, non seulement ça va entraîner des irritations sur les fesses, mais en plus le gras du liniment, qui est composé de manière importante d'huile, va faire migrer les polluants de la couche vers l'intérieur de la peau. Donc là c'est pire que mieux, ça rajoute même une exposition aux polluants. Ok, ce que tu veux dire c'est que comme le contenant du biberon, quand il est en plastique, peut passer à l'intérieur du lait quand c'est chaud. De la même façon, ce qui est dans la couche peut passer dans la peau du bébé s'il y a du gras en contact ou cette chaleur en fait qui est mise par ce côté très occlusif de la couche. Exactement. Et d'ailleurs, dans le biberon, le fait que le lait soit quelque chose de gras fait aussi migrer les polluants plus facilement vers le contenu. Du contenant vers le contenu. Je me concentre toujours sur ça. Oui, c'est ça, du biberon vers le lait, quoi. C'est ça. Et alors, principe pour la fesse, enfin pour les fesses. Entendu. Alors, on reste dans le domaine du change, les couches lavables. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'il existe des couches classiques bio qui vont être aussi saines pour l'enfant ? Ou voilà, quel choix on fait ? Alors, les couches classiques, il y a des couches plus ou moins polluées. Toutes les marques actuellement font un effort. Bousculé par les associations de consommateurs. Il y a des marques qui sont particulièrement basées sur le fait de faire des couches plus propres. Il y a des gammes aussi écologiques dans des grandes marques. Dans tous les cas, il reste toujours certains polluants. Mais on est quand même aller vers un beaucoup mieux. Okay. La couche lavable, elle peut être totalement exempte de polluants, mais elle peut être contre-productive aussi. D'abord, si ça ne correspond pas à l'organisation du ménage, je dis bien le ménage, ça demande plus d'attention. Certains parents vont dire que pour eux, non, c'est très intégré, ça marche très très bien. D'autres vont dire que c'est très compliqué. Ça va vraiment dépendre. Il faut aussi un certain nombre de couches pour pouvoir tourner, rouler. Il y a des changements de taille de couches selon les âges. Et puis surtout cette question d'hygiène. Il peut y avoir aussi macération. Au niveau des plis, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, aujourd'hui, pour l'Agence régionale de santé, la couche lavable n'est pas la solution miraculeuse comme elle avait peut-être pu le mettre en avant il y a quelques années. Les choses évoluent. La question de la pratique fait que ça n'est pas formidable. Ça va vraiment dépendre des personnes, des foyers, des façons de s'organiser, du poids que ça peut être, de la culpabilité, il y a plein d'éléments. En fait, les solutions ne sont jamais techniques, elles sont toujours sociales avant tout. On est avant tout des êtres sociaux, techniques, au service du social et de l'organisation. Du coup, les assistantes maternelles, elles sont amenées à laver ces couches lavables ou pas, mais aussi des gants de toilette, les draps housses, les gigoteuses, etc. des enfants. Du coup, ma question, c'est la lessive, qu'est-ce qu'on choisit ? Alors tout d'abord, si on est avec sa lessive classique, sans recherche particulière de labellisation, la moitié de la dose conseillée suffit. Ça fera toujours moins de résidus de lessive sur les
vêtements ensuite de l'enfant, dont les couches lavables, hein, si c'est le cas. Si toutefois, eh bien, il y a une réflexion avec des labels pour des lessives moins polluantes, la recette, le fait de mettre moins de doses, reste aussi tout à fait valable. Donc, comment on choisit quel label? Écolabel européen, c'est le premier niveau de label. Après, labellisé EcoCert, c'est par exemple beaucoup mieux, déjà. Quel impact? Il y a un impact direct, on est sur la peau, irritation, il y a aussi respiration, c'est des vêtements qui sont stockés dans la chambre, il y a les vêtements, il y a les draps le drap du lit aussi, donc c'est une source d'exposition qui est assez importante et souvent méconnue, d'autant que ce que l'on recherche, c'est que les vêtements, les draps sentent, puisque comme ça, on est sûr que ça a bien été nettoyé. C'est un pouvoir masquant en réalité, ça n'est pas un nettoyage qui est meilleur avec des parfums. On peut aussi fabriquer sa propre lessive. Attention toutefois, le savon de Marseille utilisé dans la lessive, pour les couches lavables, ça les opacifie un petit peu trop et elles perdent de leur pouvoir absorbant, elles ont besoin d'en avoir un peu. Sur tout le reste, aucun souci sur le lavage avec une lessive faite maison à partir de copeaux de savon de Marseille dont on va pouvoir parler aussi. Pour conclure, l'action de nettoyage, c'est mécanique, du frottement, de la température, de l'eau et du produit. Le produit n'est qu'un seul des éléments. Je ne vais pas vous dire de laver sans produit, mais néanmoins, avec un frottement important, de la température qui plus est, et de l'eau pour emmener les saletés, il y a déjà un nettoyage. Oui, quelque part, ça suffit, quoi. Quelque part, ça pourrait peut-être suffire, mais ça ne sont pas nos pratiques. Entendu. Et donc, on parle de la peau. Moi, je vais te parler de la sensibilité de la peau aux UV. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la mélanine. Alors, quelle protection solaire utiliser pour les tout petits? Alors d'abord, s'il y a exposition au soleil et qu'il n'y a pas de vêtements couvrants, ou en tout cas sur les parties qui sont exposées, il faudra se protéger. Donc avoir une crème. Je le dis parce que aujourd'hui, les crèmes étant inquiétante, décriée. J'ai vu parfois certains parents me dire il vaut mieux rien mettre tellement c'est pourri. Ça m'inquiète un peu puisque notre peau n'est pas résistante aux rayons ultraviolets. Pour information, la zone sur le globe qui est la plus délicate, c'est une partie de l'Australie qui se trouve en dessous d'un trou dans la couche d'ozone, avec en plus une population qui a une peau très pâle, d'anciens colons plutôt majoritairement d'origine écossaise, donc ce qui fait que y a un taux de cancer de la peau qui est très élevé. Mais le premier conseil, c'est de ne pas s'exposer entre 10-11 heures et 16 heures, enfin en tout cas de ne pas exposer le jeune enfant et pas longuement. Longuement, ça peut être déjà 5-10 minutes en plein soleil à 14 heures. Il peut y avoir une brûlure importante. Attention aussi parce que au-delà du coup de soleil, les expositions répétées et à long terme au cours de la vie font exploser le risque de cancer de la peau, mais aussi de vieillissement, de flétrissement, etc. Ok, et avant 12 mois, de toute façon, c'est pas au soleil. Enfin, pas au soleil direct. Absolument, il faut être particulièrement bien protégé, qu'il y ait un voile, quelque chose. Et puis, traditionnellement, on se méfie mal du mois de mai. Alors que le mois de mai, c'est un moment où il y a des gros taux de rayons ultraviolets, de par la position relative de la Terre et du Soleil. Et comme les chaleurs sont pas forcément toujours là, on s'en méfie assez peu. Ça, c'est vraiment important d'en parler pour tout le monde autour du jeune enfant. Des informations que vous pouvez trouver sur le site qui s'appelle Sécurité solaire Soleil Info. Les lunettes de soleil, si on arrive à les faire porter à l'enfant, c'est pas toujours évident. Courbées, bien couvrantes, ça n'est pas un accessoire de mode. C'est confortable pour les questions de teinte, mais c'est avant tout une protection contre les rayons ultraviolets. La casquette avec visière pourra enlever déjà des doses importantes d'UV sur le visage.
notamment si on ne peut pas porter les lunettes de soleil, si on n'arrive pas à les faire porter, c'est pas toujours évident. Il existe des vêtements anti-UV, c'est un vrai plus, et notamment dans le cadre de la baignade, puisque le vêtement en coton, lorsqu'il est mouillé, en fait, il protège mal contre les UV, alors que le petit t-shirt manche longue, type lycra de surf, ou le legging, enfin les deux combinés, c'est encore mieux. Non seulement ça protège bien contre le soleil, mais ça peut être sympa aussi contre le sable, où les enfants s'en mettent un petit peu partout, et puis apprécient pas forcément. Crème solaire à remettre au moins toutes les 2 heures, en dose importante, enfin en couche épaisse, d'origine minérale, si possible labellisée Cosme Bio, EcoCert biologique. Et puis, même si vous avez une crème qui est de mauvaise qualité santé environnementale, si c'est ça que vous avez, il vaut mieux la mettre plutôt que de ne pas en mettre. Là, on est sur une balance bénéfice-risque, c'est vraiment important de le rappeler. Ok, et du coup, les effets directs du soleil, bon, tu en as parlé, donc on est sur des coups de soleil, des brûlures, une fragilisation de la peau, ça c'est l'effet qu'on va voir immédiatement. Par contre, il y a un effet à plus long terme dont tu parlais, c'est le cancer de la peau, le vieillissement prématuré des yeux. Oui, les yeux aussi, absolument. Ça, faut absolument en parler. C'est pour ça que, oui, j'ai évoqué les lunettes de soleil, mais j'ai pas expliqué pourquoi. Il y a un vieillissement prématuré du cristallin, et ça, c'est parfois peu connu aussi. Alors, puisqu'on est dans l'ambiance été, chaleur, on va parler moustiques. C'est une question d'une animatrice de RPE que j'ai eue dans les formulaires d'inscription qui nous demande un anti-moustique, est-ce que ça existe, naturel et efficace ? Moi, malheureusement, je n'ai pas. Ce que j'ai de plus pertinent, c'est les moustiquaires aux fenêtres, donc la barrière mécanique empêchant les moustiques de rentrer. Après, il faut aussi se poser des questions, savoir est-ce que l'enfant est allergique aux piqûres de moustiques, très réactif, comment ça se passe plutôt que de focaliser sur les piqûres éventuelles de moustiques s'il n'y a pas réellement de problème. Et alors, les moustiquaires aux fenêtres, ça peut être aussi utile, je me permets de le dire, contre les mouches, contre les punaises. Voilà. Alors moi, j'en ai beaucoup à la campagne, donc c'est vrai que j'apprécie d'avoir les moustiquaires aux fenêtres, mais ça peut être quelque chose qui peut vous être utile pour plein de choses différentes. Notamment s'il y a de l'élevage à proximité, on peut facilement avoir beaucoup de mouches. Tu as raison effectivement de valoriser les effets complémentaires de la moustiquaire, enfin ou des moustiquaires à toutes les fenêtres ouvertes en tout cas. Alors maintenant, on va écouter le ressenti d'une assistante maternelle que je trouvais hyper important à diffuser. C'est parti. Bonjour Amandine et Julien. Alors moi, j'ai déjà mis en place énormément de choses. Mais c'est tellement difficile de pouvoir tout faire quand on sait qu'ils même nos meubles émettent de substances chimiques. Donc, comment faire pour trouver l'équilibre ? Merci beaucoup. Oui, c'est compréhensible, c'est hyper frustrant quand on a envie que tout soit sain autour de l'enfant et de donner le meilleur que l'on peut et que finalement, il y en a tellement partout des perturbateurs endocriniens par rapport à tout ce qu'on dit, etc. Donc surtout, la première chose, c'est de valoriser tout ce qui a été fait. Et ça, c'est hyper important. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre et c'est une chance qu'on donne en plus pour l'enfant. Donc c'est vraiment super. Pas de pression pour la suite. L'idée, c'est d'y aller petit à petit et puis on verra ensemble quelles sont les solutions concrètes qu'on peut vous apporter, après apprendre à remettre en question aussi, à adapter peut-être à votre quotidien, à la relation avec le parent qui peut être aussi un peu délicate. Donc voilà, c'est ce que je voulais répondre. Est-ce que Julien, tu as peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, moi je suis bien là-dessus aussi. On peut se rappeler un polluant en moins, une chance en plus. Moins de polluants égale plus de santé. Et puis, se rappeler aussi que une bonne aération quotidienne va participer à changer l'environnement de vie au niveau de l'air intérieur qui est particulièrement impactant. Ok, alors maintenant, on va enchaîner sur une recette de lessive. Pour cette recette, il faudra mélanger 40 g de savon de Marseille en copeaux, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de vinaigre et 1 litre d'eau chaude. Attention, puisque le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc réagissent ensemble, et comme me le disent parfois certains lors d'ateliers, ça s'annule en quelque sorte, mais en fait là c'est là présent pour participer à une bonne fluidité du mélange et à la capacité à le regélifier, puisque ça va se solidifier. C'est en fait un stabilisant du mélange en quelque sorte. En quantité, c'est 12 centilitres par machine à peu près, c'est ça ? Oui, un verre de cuisine. Pas et donc, ne vous étonnez pas, le liquide va un peu gélifier dans le temps, mais en secouant, ça redeviendra liquide et vous pourrez l'utiliser dans votre machine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura apporté des idées et des perspectives nouvelles. Dans le prochain, nous parlerons d'alimentation.
À bientôt. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.